Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci à la chère Vignévin pour cette invitation. Je suis heureuse que cette intervention soit partagée avec la chère Agrosys, dont je fais partie du comité de direction. Voilà, donc je vais me faire la porte-parole des résultats de la thèse de Michael Pérez, que vous voyez en photo là sur la première diapositive, qui a soutenu sa thèse en décembre 2024, une thèse dans un dispositif particulier, puisqu'il s'agissait d'un dispositif CIFRE, c'est-à-dire une thèse en entreprise. Et cette entreprise, en l'occurrence, c'était la coopérative du Sud-Ouest Vinovali. Aujourd'hui, Michael travaille au sein de cette coopérative. J'étais co-directrice enfin, directrice de la thèse avec des co-encadrements de Marie-Hélène Robin, basée à l'UMR Agir à Toulouse, et Pauline Lacapelle au sein de la coopérative Vinovali. Donc, ce qui m'intéressait aujourd'hui dans le partage des résultats de la thèse, au-delà des partages de résultats en tant que tels, c'était aussi partager avec vous la démarche que l'on a mise en œuvre de manière originale dans cette thèse pour essayer de répondre à l'ambitieuse question comment réduire les pesticides en viticulture. Donc, le titre est long, mais je vais quand même le dire. Co-conception, expérimentation à la ferme et co-évaluation de stratégies de protection du vignoble, moins dépendante des pesticides, avec la participation de viticulteurs coopérateurs du sud-ouest de la France. Donc la problématique, hein, elle découle en fait de la nécessité de réduire l'usage des pesticides avec aujourd'hui un consensus autour de la responsabilité des pesticides et de l'agriculture intensive que vous voyez en orange et bleu respectivement sur le diagramme sur l'effondrement de la biodiversité. Autre point, la nécessité de réduire ces pesticides par rapport à l'exposition des humains et aux conséquences sanitaires. C'est là aussi très bien documenté dans la littérature. Et puis aussi une nécessité de mieux gérer les pesticides du fait de difficultés en termes de résistance des bioagresseurs à certains produits utilisés. Donc là, Michael faisait référence à une note technique mentionnant certaines résistances. Et puis parallèlement à ça, il y a une demande sociétale forte sur la réduction d'usage des pesticides, notamment avec des épisodes assez médiatisés. Ici, il y a deux dépêches du Sud-Ouest et de la dépêche qui mentionnent les cohabitations difficiles quelquefois entre activités agricoles et riverains. Donc pour faire face à ça, vous le savez, hein, il y a eu des initiatives nationales portées par le ministère de l'Agriculture et notamment le plan Écophyto avec deux dispositifs, un dispositif XP avec 200 sites expérimentaux répartis sur toute la France, sur toutes les filières agricoles, dont l'objectif est de tester des systèmes très en rupture, et puis un objectif plus proche de la réalité, mobilisant un réseau de 3000 agriculteurs et ce qu'on appelle le défi ferme, qui là regroupe à peu près 250, enfin une 250 groupes d'agriculteurs. Ces défis fermes, leur efficacité à réduire les pesticides a récemment été travaillée dans le cadre de mon UMR, l'UMR Apsis, par Esther Fouillet, qui a soutenu sa thèse il y a 2-3 ans maintenant, qui avait analysé qu'au sein des défis fermes, sur la période 2011-2019 à peu près, sur une dizaine d'années, eh bien, on avait une tendance à la réduction de l'IFT hors biocontrôle de 33% et d'IFT fongicide de 27%. Donc, au sein des défis fermes, une capacité à mettre en œuvre une réduction des pesticides. Pour caractériser les leviers pour réduire les pesticides, généralement, on utilise une classification que pour certains vous connaissez, j'imagine, qui est la classification ESR, qui permet par type de levier d'action de savoir si on joue plutôt sur l'efficience d'utilisation des pesticides, auquel cas c'est tout ce qui est bulletin du santé du végétal, outils d'aide à la décision, pulvérisateur confiné, ou si on joue sur des leviers de substitution. Donc je vais peut-être enlever la barre, ça peut vous gêner, pardon. Donc produits de biocontrôle, désherbage et pampage mécanique. Donc là, on change de produit. Voire, plus ambitieux, des outils ou des leviers de reconception. On reconçoit complètement le système, il ne s'agit pas juste de changer un facteur. Donc, dans le cadre de ce travail dans les défis fermes, évidemment, il y a à la fois de l'efficience, de la substitution et de la reconception qui sont utilisés comme levier d'action. Pour autant, et c'est une des principales conclusions du projet Ecofito, c'est que ça n'a pas forcément bien diffusé au sein des producteurs. Et là, vous avez l'évolution de l'IFT national en viticulture sur la même période que les figures que je vous montrais précédemment, 2010-2019. Et vous voyez que à l'échelle France, on ne voit pas de baisse d'utilisation des pesticides, alors qu'on la voyait au sein des défis fermes. Donc se pose la question, et c'était pas mal enfin c'était la motivation au départ de cette thèse, de pourquoi il y a des freins au déploiement de ces leviers chez les viticulteurs. Alors si on va très rapidement, ces freins, ils ont été en partie documentés. Il y a des freins techniques d'équipement, il y a des freins d'organisation,
Il y a des freins économiques associés notamment aux éventuelles pertes de rendement que peuvent engendrer ces leviers. Et puis, il y a des freins psychosociaux, la difficulté à prendre des risques ou à sortir on va dire, de la pratique habituelle par rapport à ses collègues viticulteurs. Donc voilà un petit peu l'état de l'art dressé rapidement de cette thèse. Et donc l'idée, c'était que on avait besoin de reconcevoir des systèmes, mais en mobilisant les agriculteurs dès le départ. Donc comment on s'y est pris? On a commencé par définir la problématique de conception. Donc on avait une visée, on veut des systèmes viti, pardon, avec un moindre niveau de phyto. Ensuite, on a essayé de formaliser ces systèmes de culture, à les décrire très précisément. Donc soit avec de la conception pas à pas, on change une chose après l'autre, soit avec de la conception de novo, c'est-à-dire qu'on part d'une page blanche. Et ensuite, on a essayé de mettre en œuvre ça sur un cas réel. Donc je voudrais juste faire un petit pas de côté pour parler de la modélisation comme un des outils qui permettent de réfléchir à des nouveaux systèmes. Donc aujourd'hui, vous le savez, hein, les viticulteurs, ils ont à leur disposition plus ou moins immédiate pas mal de modèles, et notamment des modèles épidémiaux, par exemple potentiel système, ou certains modèles qui expliquent, ou en tout cas qui sont à l'intérieur d'outils d'aide à la décision, comme des citrets. Mais ces modèles, ils prennent pas tout à fait en compte les pratiques culturelles et l'environnement de la parcelle. Donc il y a d'autres postures de modélisation, cette fois-ci plus qualitatives, qui sont des modèles de profil de dégâts. On appelle ça Injury Profile Simulator, IPSIM, et qui sont des modèles qui présentent l'avantage de prendre en compte le pédoclimat de la parcelle, les pratiques culturelles, l'environnement biologique, sous-entendu la régularité à laquelle la parcelle est soumise à des problèmes phytosanitaires. Et donc, ces modèles-là vont permettre d'agréger indicateur par indicateur les risques d'avoir des dégâts sur une parcelle donnée. Et donc, ils ont l'avantage d'être utilisables à la fois ex ante, avant la mise en œuvre, et ex post pour voir si on est cohérent avec les systèmes testés. L'autre avantage de cette approche qualitative, c'est qu'il y a déjà des antécédents, on va dire, euh, couronnés de succès sur le blé, sur le tournesol, sur le pommier. Donc, on partait pas de rien. Donc voilà la problématique générale de la thèse, comment on peut favoriser la réduction de l'utilisation des pesticides. Et le cas d'étude spécifique à cette thèse CIFRE, je vous l'ai dit, c'est le cas particulier de viticulteurs coopérateurs du Sud-Ouest, coopérateurs chez Vinovali. Donc voilà les trois questions de recherche. Alors je vais les détailler, mais donc la première question de recherche, c'est comment on peut co-construire et évaluer avec les viticulteurs des stratégies de protection du vignoble. Notre hypothèse, c'était que la co-conception de stratégies de protection du vignoble avec les viticulteurs, elle est efficace pour réduire. Autrement dit, quand on se met ensemble, on arrive à définir des systèmes qui effectivement réduisent le recours aux pesticides. La deuxième question de recherche, c'est quelles sont les performances agronomiques et le coût des fongicides et de ces stratégies. Et donc là, l'idée, c'était de tester l'hypothèse selon laquelle ces stratégies permettent de réduire l'utilisation des pesticides, mais peuvent conduire à une plus grande incidence des maladies et donc à une perte de rendement ainsi qu'à une augmentation du coût des fongicides. Donc il y avait l'enjeu d'avoir une évaluation à la fois sur les maladies et leur régulation, sur les performances agronomiques et particulièrement sur le rendement, et enfin une évaluation économique associée au coût de mise en œuvre des nouveaux fongicides, avec les biocontrôles notamment. Et enfin, dernière question de recherche, peut-on simuler par modélisation, donc la fameuse modélisation qualitative dont je vous parlais, le profil de dégâts liés aux principales maladies cryptogamiques de la vigne, puisque j'en ai pas encore parlé. Là, on parle bien de toutes les maladies, mildiou, oïdium et black rot, en tenant compte cette fois-ci pas uniquement de la biologie de la maladie, mais également du système technique d'un viticulteur, des conditions pédoclimatiques et de l'environnement de la parcelle. Donc voilà pour les trois questions de recherche. Sur la dernière, l'hypothèse était que la modélisation IPSIM qualitative et agrégative des dégâts pouvait être un outil intéressant pour la co-conception. Donc voilà pour la problématique. Je vous propose maintenant de voir un petit peu plus en détail sur quel matériel et méthode s'est appuyé Michael dans le cadre de sa thèse. Donc la démarche générale de sa thèse, par boîte, hein, a commencé par la co-construction de stratégies de protection du vignoble, puis à l'expérimentation de ces stratégies à la ferme chez les viticulteurs, et enfin à la co-évaluation de ces stratégies sur une base annuelle avec 2 années de suivi. Donc cette démarche-là, originale, a fait l'objet d'un article publié en 2023 ou 24, je ne sais plus, je crois que c'est 23, par Michael. Ensuite, une fois cette coévaluation annuelle des stratégies par les viticulteurs eux-mêmes, il y a eu
objectivation de cette évaluation par des mesures. Donc, il y a eu une évaluation des performances des stratégies. Et donc, ça a fait l'objet d'un article en cours de soumission à ENO1 sur vraiment les performances agronomiques et le coût de fongicides de ces stratégies. Et enfin, en parallèle de cette approche, on va dire plutôt terrain, on a développé une approche de modélisation. Et donc, Michael, avec l'appui de pas mal de stagiaires, a créé à la fois une base de données pour évaluer les modèles et a créé surtout, c'est la première boîte, des modèles spécifiques des dégâts du black rot, de l'oïdium et du mildiou. Et donc, malheureusement, dans le cadre de la thèse, on s'est arrêté à la phase d'évaluation de ces modèles. À moyen terme, on aurait aimé, c'est ce qui est écrit en rouge et qui n'a pas été fait dans la thèse, on aurait aimé utiliser ces modèles d'évaluation ex ante des systèmes pour évaluer les stratégies co-conçues. Voilà, donc les parties rouges que vous voyez ici, c'était le schéma général à l'origine de la thèse, mais dans le cadre de la thèse, ça n'a pas été fait, et la thèse s'étant terminée fin 2024, ça n'est pas encore fait, mais on ne désespère pas de pouvoir le mettre en œuvre. Donc Vinovali, vous connaissez sans doute cette coopérative du Sud-Ouest, hein. Donc on a travaillé sur 3 vignobles de production. Donc Michael Pérez était en poste d'ingénieur avant de commencer sa thèse. Il connaissait déjà très très bien les vignobles en question et c'était important notamment pour la confiance que lui ont accordé les viticulteurs qui se sont lancés dans ce projet. Donc il y a le vignoble de Fronton, dont vous voyez ici une illustration, le vignoble de Gaillac et puis le vignoble de Cahors. Donc il a travaillé avec des viticulteurs issus de ces 3 vignobles de production. Alors Vinovali, en quelques chiffres, c'est pas l'objet de la présentation, mais c'est une grosse coopérative, le premier producteur de vin du Sud-Ouest rouge et rosé, avec, je vais commenter les chiffres qui, entre guillemets, m'intéressent pour cet exposé, ben, notamment 315 vignerons coopérateurs, 3850 hectares de vignes, dont 797 en bio. Voilà, pour vous donner un petit aperçu, 200 000 hectolitres commercialisés. Voilà. Alors, ce qui est très important dans cette démarche de thèse, c'est le co. Je vous ai dit, hein, j'ai commenté plusieurs fois les titres, mais il y a co-construction, co-évaluation. Donc la co-construction ou la co-évaluation, ça voulait dire quoi? Au début du projet, donc 2019, il y a eu des ateliers de co-conception qui ont eu lieu et qui ont regroupé tout un tas de types de personnes. Vous voyez les petits bonhommes de couleurs différentes. Donc les violets, c'était l'équipe R&D Vinovali, donc typiquement Michael Pérez, le doctorant. Il y avait des chercheurs INRAE, dont j'ai fait partie à quelques reprises, donc dans ces ateliers. D'autres collègues, Christian Gary par exemple, Raphaël Métral ou Nathalie Smith sont venus. Et puis il y avait des équipes techniques, donc de Vinovali, donc plutôt les techniciens directement conseillés des viticulteurs et puis des viticulteurs. Et donc dans ces ateliers qui ont eu lieu en 2 temps, il y a eu une définition des stratégies et des indicateurs d'évaluation et la validation des stratégies à mettre en œuvre dans chaque vignoble par cet ensemble de personnes. Malheureusement, 2020 et le Covid étaient passés par là, donc on a eu du retard pour mettre en œuvre à la ferme ces expérimentations. Donc c'est qu'en 2021 et 2022 qu'ont eu lieu les tests des systèmes qui avaient été co-conçus. Et puis en 2022, on a fait une évaluation individuelle de chaque parcelle par les agriculteurs qui, dans un atelier de co-évaluation, ont donné leur avis et leur motivation à poursuivre ou pas ce type de système. Voilà. Je crois que j'ai pas commenté les bonhommes rouges de la fin. À la fin ont été aussi associés des ingénieurs IFV, donc de l'Institut technique qui suit la production viticole et vinicole en France, et qui ont aussi pu donner leur expertise sur le sujet. Et puis, chose intéressante, c'est qu'il y a pu avoir dans cette idée de coévaluation un réajustement des stratégies qui avaient été initialement conçues. Voilà pour la démarche globale. Alors maintenant, si on rentre un petit peu plus précisément dans la présentation des viticulteurs expérimentateurs. Et donc, 20 viticulteurs ont été embarqués dans le projet entre 2021 et 2022. C'était des viticulteurs volontaires. Et j'insiste sur une chose qui est intéressante, c'est qu'ils n'étaient pas pionniers. C'est-à-dire que c'était des viticulteurs, on va dire, sans connotation négative, mais moyens de la coopérative, et qui étaient motivés par la question de la réduction des phytos, qui se posaient des questions, mais qui n'avaient pas tenté forcément des choses très innovantes par le passé. Et chaque viticulteur a choisi d'expérimenter une des 4 stratégies, donc vous commencez à les voir apparaître, raisonner, bio à 2 kg de cuivre, zéro résidu et biocontrôle. Donc chaque viticulteur s'est engagé uniquement sur une stratégie à mettre en œuvre. Donc, comment ils ont mis en place les stratégies? Chez chaque viticulteur, donc, était choisie une parcelle en AOP, avec un objectif de rendement à peu près comparable, 50-55 hectolitres par hectare, sur un minimum de 0,5 hectare, ça reste petit, et cette parcelle était divisée en 2 parties. La partie
de droite que vous voyez ici, qui était la partie gérée comme d'habitude par le viticulteur, et puis la partie de gauche que vous voyez avec les tiretés, qui correspondait à la stratégie qu'il avait choisi d'expérimenter. Sur chacune des parties, la gauche et la droite, ont été positionnées des placettes d'observation qui permettaient de faire des suivis au CEP pour tout un tas de variables que je vais présenter. Donc les variables mesurées et les indicateurs d'évaluation de ces parcelles d'expérimentation, donc je vous les présente les unes après les autres. Sans surprise, il y a eu des mesures de fréquence et d'intensité d'attaque du mildiou, du black rot et de l'oïdium en pourcentage. Et ces variables ont ensuite été utilisées pour calculer des différences en points de pourcentage par rapport à la stratégie du viticulteur. Ensuite, il y a eu un suivi de l'IFT total hors produit de biocontrôle et de l'IFT fongicide hors produit de biocontrôle. Et ces deux variables ont ensuite été utilisées dans l'analyse de données que je vous montrerai en exprimant la différence en pourcentage par rapport à la stratégie du viticulteur, une différence en pourcentage par rapport à la référence HVE. Ensuite, il y a eu des suivis de quantité de cuivre quand c'était pertinent, et puis du rendement. Et on a utilisé les données rendement en différence en pourcentage par rapport à la stratégie du viticulteur. Et évidemment, pour répondre à cette question sur les coûts mis en œuvre par le changement de stratégie de protection phyto, ont été suivis par Michael, les coûts de la protection fongique en termes de coûts de produits et de passage. Et de la même façon que pour les variables précédentes, on a exprimé ce coût en différence en pourcentage par rapport à la stratégie du viticulteur. Cette façon d'aborder les variables en pourcentage de différence nous a permis d'une part de regrouper toutes les parcelles entre elles et d'autre part de niveler par rapport au coût de protection initial de chaque viticulteur. Donc, sur la partie matériel et méthode, maintenant, en ce qui concerne la construction des modèles IPSIM, je vous ai parlé, Black Rot, Oïdium et Mildiou, le travail a consisté en une importante revue de la bibliographie scientifique et technique. Alors, autant elle était très abondante sur Oïdium et Mildiou, autant sur le Black Rot, c'était quelque chose d'un peu plus difficile à réaliser. Donc, Michael et les stagiaires qu'il a encadrés ont pas mal travaillé sur les connaissances aujourd'hui autour de ces maladies. Ça a permis de créer le modèle IPSIM et ensuite, ce modèle IPSIM a été paramétré, validé par un atelier d'experts, notamment d'experts des maladies en question. Donc, à quoi ça ressemble un modèle IPSIM? Pour ceux d'entre vous qui ont déjà fait de l'évaluation multicritère, vous avez peut-être déjà vu ce type d'arbre. En gros, on a des attributs d'entrée à gauche. Donc, vous voyez par exemple des attributs type pluviométrie, température, pression habituelle de la parcelle, etc., etc. Donc, des attributs qui peuvent être, toute la colonne grise, là, renseignés de manière assez simple par un entretien avec le viticulteur, éventuellement quelques mesures, mais c'est plus généralement quelque chose d'assez facile à renseigner. Ensuite, vous avez excusez-moi, hop. Ensuite, vous avez les attributs agrégés, donc qui permettent par rapport aux données de pluviométrie et de température, par exemple, d'avoir une donnée climat. Puis, attribut agrégé pédoclimat, c'est si on agrège sol et climat. Et puis, finalement, un attribut final qui va aller jusqu'à la sévérité. D'accord? Et donc ça, on le fait pour l'ensemble de ces attributs et on les organise par ces tableaux hiérarchiques. Ensuite, on va définir des échelles. Il va s'agir pour chacun des attributs de savoir si l'information est jugée favorable, moyennement favorable ou défavorable à la sévérité, qui est l'attribut final qu'on veut noter. Et donc ensuite, il y a des tables d'agrégation. Donc vous voyez sur pluviométrie favorable, température favorable, climat favorable, ça va finalement être favorable au développement du parasite, etc. Et donc vous voyez qu'on peut avoir des combinaisons qui finalement nous donnent des notes agrégées différentes. Mais vous voyez qu'on est bien dans une approche qualitative avec du vert, du noir et du rouge. Et donc ensuite, on va, pour voir l'évaluation de la qualité prédictive de ce modèle IPSIM, eh bien on va confronter ce modèle à des données réelles. Donc ici, vous avez une capture d'écran de ce que Michael a fait dans sa thèse. Vous avez ici les attributs. Donc typiquement, on demandait si les résidus de taille étaient laissés au sol ou pas. Donc c'était oui ou c'était non. Présence de zone humide, c'était oui, c'était non. Tendance au stress hydrique de la parcelle, c'était oui, c'était non. Espace interrant, etc. Donc vous avez tous les attributs ici qui se traduisent, une fois agrégés, par une note de sévérité compte tenu de la table d'agrégation précédente, qui était, vous le voyez, moyenne pour le Black Rot. Et pardon, excusez-moi, c'est la dernière colonne. Par le modèle disait que pour le Black Rot, la sévérité était faible. Et là, c'était un cas de figure où les mesures d'intensité de Black Rot sur grappe avaient raison, avaient été mesurées comme étant moyennes. Donc vous voyez que la comparaison des deux dernières colonnes, classe de sévérité observée versus modélisation, permet de voir si le modèle est bon ou pas.
Sur la première ligne, on a envie de dire que le modèle n'est pas bon. Il dit que c'est faible alors que la réalité, c'est moyen. Sur la deuxième, troisième, avant-dernière et dernière ligne, on a envie de dire que le modèle est bon, puisqu'il simule la bonne classe de sévérité. Et puis sur la quatrième colonne, là aussi, il y a un écart. On disait que la sévérité était moyenne alors que la classe de sévérité du BlackRock était forte. Donc voilà un petit peu comment on peut utiliser ce type d'approche. Et donc, dans le cadre de la thèse de Michael, il y a eu beaucoup de données qui ont été comparées aux sorties du modèle. Ce qui nous a permis derrière, dans cette comparaison, de faire ce qu'on appelle des tableaux de contingence permettant de voir s'il y avait accord ou désaccord entre les données simulées, modélisées, et les données observées. Donc le nombre d'accords donne la qualité prédictive de modèle. Donc voilà pour la partie matériel et méthode. Je regarde le temps, ça devrait être bon. Donc pour la partie résultat, Michael avait choisi de la présenter dans sa thèse en suivant les trois parties que je viens de vous présenter, donc la partie co-conception, la partie co-évaluation et la partie modélisation. Donc sur la partie co-conception, 4 stratégies ont été co-conçues à partir des ateliers dont j'ai parlé tout à l'heure. Une stratégie qu'on a appelée raisonner IPM, dont l'objectif était de réduire de moitié l'IFT total par rapport à la référence HVE et d'interdire tous les pesticides cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques, les fameux CMR. La stratégie zéro résidu, zéro rés, qui était identique à raisonner avec l'objectif de trouver aucun résidu de pesticides dans les vins. La troisième stratégie, biocontrôle, où là, il s'agissait d'utiliser exclusivement des produits de biocontrôle et d'extraits de plantes, et en maintenant des traitements obligatoires contre la flavescence dorée. La stratégie bio à 2 kg de cuivre, donc orgue 2 kg, qui donc était en bio évidemment, mais par contre avec une limitation forte sur l'utilisation du cuivre. Donc voilà ce que les viticulteurs ont collectivement conçu comme stratégie alternative à leur usage habituel de produits phyto. Je rappelle que chaque viti s'était engagé à tester une seule de ces stratégies. Donc si on avance maintenant, juste pour vous dire sur ces maladies, enfin sur ces stratégies, Michael, par sa très bonne connaissance du terrain et également des stratégies de protection des vignobles, a été capable de décliner très précisément les utilisations possibles ou impossibles de produits pour le zéro résiduel raisonné. Vous avez ici un itinéraire technique type, donc avec l'utilisation des citrelles, cuivre plus biocontrôle, des produits conventionnels, voisinage de la floraison, etc., etc. Ensuite, pardon, sur biocontrôle, là aussi, il avait un accompagnement très fort. Et puis bio à 2 kg de cuivre, là, l'enjeu, c'était surtout de moduler la dose de cuivre et d'utiliser des citrés. Donc voilà pour les 4 stratégies qu'on conçues. Maintenant, on va passer à la partie évaluation des performances agronomiques et coûts de protection fongique de ces stratégies. Donc sur la partie évaluation, d'abord, peut-être vous donner un aperçu des conditions des 2 années qui ont été testées par Michael pendant sa thèse, 2021 et 2022. Donc sur 2021, mildiou, la pression était moyenne à forte, black rot forte, oïdium faible à moyenne. Le cumul de pluie par rapport aux moyennes habituelles de la région était plutôt plus élevé, plus 80 mm. Tandis qu'en 2022, on avait une pression très faible, à la fois sur mildiou et faible à moyenne sur black rot et oïdium, du fait d'une plus grande sécheresse. Donc vous avez ici quelques symptômes observés. Alors, premier résultat concernant le pourcentage de réduction de l'IFT total par rapport à la stratégie du viticulteur. Donc, si on imagine qu'on est sur la ligne 0, c'est qu'on fait pareil que le viticulteur. Et donc, vous avez ici par couleur, donc IPM le orange, 0 rés le vert et violet le biocontrôle, vous avez ici les performances en termes de réduction de l'IFT total. Donc la première chose qu'on voit, qu'il s'agisse de 2021 les ronds ou 2022 les triangles, c'est que en moyenne, sur les 2 années, les stratégies mises en œuvre ont été capables de réduire l'IFT du viticulteur. Dans une moindre mesure pour l'IPM, seulement moins 17%, plus fortement sur le zéro rés, moins 29%, et très fortement sur la stratégie biocontrôle, moins 80%. Deuxième façon de présenter les choses. Maintenant, si on se met, vous vous rappelez, j'avais annoncé que l'IPM et le zéro rés visaient une réduction de 50%. Donc c'est la barre rouge. Et donc vous voyez qu'au niveau de la barre rouge, toutes les situations n'atteignent pas cet objectif. C'est-à-dire qu'on a des situations pour lesquelles on est encore entre 30 et 40% de réduction des phytos par rapport à la référence HVE. Donc, en gros, grâce à zéro rés, on est à moins 42,2% par rapport à la référence HGBE. Pour l'IPM, on est à moins 32,1% avec des situations où ce n'est pas du tout atteint, on est même au-dessus par rapport à la référence HGBE. Et le 87,8, ça c'est le succès du biocontrôle par rapport à la référence HVE.
Troisième façon de présenter les données. Maintenant, je vais vous montrer le pourcentage de réduction de l'IFT par rapport à la stratégie du viticulteur. Et là, je mets uniquement donc les stratégies de protection du vignoble. Donc, vous voyez, 0 res et IPM. Et donc ici, vous avez excusez-moi, j'ai oublié de préciser, il s'agit là de l'IFT fongicide uniquement. Tout à l'heure, c'était l'IFT total. S'agissant de l'IFT fongicide, on a moins 42,3 pour 0 res et moins 28,9 pour IPM par rapport aux viticulteurs. Donc des vraies réductions qui sont atteintes. Même expression que tout à l'heure, l'IFT fongicide par rapport à la référence HVE, moins 58,8 et moins 48,3 pour 0 res et IPM respectivement. Donc quand même des stratégies importantes de réduction, que ce soit vis-à-vis de la référence viticulteur et proche de l'objectif vis-à-vis de la référence HVE qu'on s'était fixée. Alors maintenant, si on regarde les données relatives à la stratégie bio, que je n'ai pas encore commenté, je vous rappelle que l'objectif, c'était d'avoir des systèmes en bio, mais réduits à 2 kg de cuivre. Donc vous avez en abscisse ici la quantité de cuivre appliquée sur la stratégie du viticulteur. Et en ordonnée, vous avez la quantité de cuivre appliquée sur la stratégie bio à 2 kg de cuivre. Autrement dit, sur la partie gauche de mon schéma de tout à l'heure, la modalité que le viticulteur testait. Donc en gros, tous les points en dessous de la ligne bleue, en dessous de l'abscisse Y, en dessous de la bisectrice Y égale X, correspondent à des points où le viticulteur appliquait plus que sur la stratégie, sur la modalité. Donc vous voyez que l'essentiel des points est sous la barre bleue. Mais de toute façon, ce qui est surtout intéressant, c'est que l'essentiel des points est sous la barre verte d'objectif à 2 kg. Donc l'objectif à 2 kg a été rempli pour tous les systèmes testés par les viticulteurs et pour certains déjà pour le viticulteur indépendamment de la modalité testée. C'est les 3 points que vous voyez ici. Voilà. Et voilà, et d'autres qui étaient proches du 2 kg et puis d'autres qui ont réussi à très fortement limiter le 2 kg. Maintenant, est-ce que ces stratégies, donc on l'a vu, qui ont beaucoup réduit l'IFT, se sont traduites par des différences d'intensité d'attaque du mildiou sur les feuilles par rapport à la stratégie viticulteur? Donc là, on compare les intensités d'attaque du mildiou. Donc ici, vous avez le 0 qui correspond à une situation où la modalité et la stratégie viticulteur auraient été les mêmes en termes de performance pour la régulation du mildiou. Et vous voyez qu'on a des points plutôt positifs avec quelques variations, mais globalement, les stratégies de protection du vignoble ont permis de contrôler le mildiou sur feuille. Vous voyez que les résultats, ils sont en dessous de la barre des 5%. Même dans l'année 2021, où on était plutôt avec des pressions un peu fortes. Je fais la même représentation. Là, c'est la différence d'intensité d'attaque donc, pour la grappe. Et donc, vous voyez qu'en dehors de ce point-là, 7,45, on est sur des pourcentages de différence qui sont proches de zéro. Donc, ça a bien permis de contrôler le mildiou. Donc, tout à l'heure, c'était sur feuille. Maintenant, c'est sur grappe. Et enfin, des stratégies qui, dans l'ensemble, ont permis de protéger le vignoble contre le black rot, à l'exception de la stratégie biocontrôle pour laquelle on voit qu'on a eu des black rot non contrôlés avec des plus 20%, plus 30% de black rot par rapport à la stratégie viticulteur. Sinon, si on voit zéro résidu, orgue de kilo et IPM, on voit qu'on est tout proche du zéro. Il n'y a pas eu franchement plus de grappes attaquées par le black rot dans les stratégies testées par les viticulteurs. Maintenant, si on essaye de un petit peu synthétiser ça en montrant un indicateur qui, j'imagine, va vous intéresser. Alors, je vais juste enlever la barre pour que vous voyez bien. Masquer les commandes flottantes, voilà, ça doit être mieux. Vous voyez ici, en abscisse, le pourcentage de réduction du rendement par rapport à la stratégie du viticulteur. Donc, si on a 0, ça veut dire que le rendement est le même. Si on a 10 ou 20, ça veut dire que le rendement, il a été augmenté. Et là, si on a moins 10, moins 20, moins 30, moins 60, moins 70, ça veut dire que le rendement, il a été diminué. Donc, ce qu'on souhaite, nous, c'est perdre éventuellement un petit peu de rendement, voire idéalement en gagner un peu. Donc, vous voyez qu'ici, on a identifié une zone verte à droite du moins 10%. Et en parallèle, compte tenu de l'objectif et de l'ambition du travail de thèse de Michael, l'ambition, c'était de réduire l'IFT et notamment l'IFT fongicide. Donc ici, vous avez le pourcentage de réduction de l'IFT fongicide ou, s'agissant des systèmes en bio, de la quantité de cuivre par rapport à la référence HVE ou aux 4 kg par hectare et par an. Et vous voyez qu'on a quand même pas mal de points qui sont dans cette zone. Autrement dit, cette zone verte, ça rassemble les points, les parcelles viticulteurs une année donnée qui sont capables à la fois de maintenir le rendement et de réduire fortement les produits phyto, puisqu'on est au niveau de la gamme moins 50%, donc moins de 50% et au-delà.
Voilà. Michael avait souhaité, lors de sa soutenance, attirer l'attention sur deux points ici, hein, qui correspondaient à des stratégies où le biocontrôle n'avait pas du tout permis de réguler enfin, les maladies et avait engendré une baisse de rendement très forte. Voilà. Je continue. Maintenant, hop, en vous montrant le même type de diagramme, cette fois-ci en montrant la pourcentage de réduction du coût de la protection fongique. Donc ici, même chose, on veut réduire le coût ou éventuellement le maintenir. Donc la zone verte, elle commence à x égale 0. Et puis, on veut baisser l'IFT fongicide ou la quantité de cuivre appliquée. Donc vous voyez que là aussi, il existe un compromis favorable entre réduction de l'utilisation des pesticides et réduction du coût de la protection fongique. Les points que vous voyez ici sont les points de biocontrôle qui ont fait un peu déraper la note de la protection fongique. Ici, vous voyez avec des points un petit peu élevés. Voilà pour les aspects résultats, on va dire quantitatifs de l'évaluation de ces stratégies. Donc je rappelle, gérées par les viticulteurs avec un appui de conseil de Michael très fort, hein. Il a vraiment suivi beaucoup ces 20 viticulteurs pendant l'ensemble de sa thèse. Et ces stratégies donc, ont été évaluées avec des indicateurs mesurés de manière identique sur tous les systèmes que je vous ai présentés. Dernière partie de résultats du travail de thèse de Michael, la création et l'évaluation de ces fameux modèles IPSIM. Alors, je vais montrer les résultats pour le modèle mildiou et le black rot. Pour l'oïdium, c'est en cours de développement. Donc le modèle IPSIM, en gros, il fonctionne toujours à peu près de la même façon. Je vais vous le montrer comme ça. On décompose en fait la sévérité de la maladie sur grappe en trois indicateurs agrégés que sont le niveau de risque de la maladie, les pratiques culturales et l'environnement de la parcelle. Et pour renseigner ces cases violettes, en fait, il faut des informations issues, comme je vous disais, souvent c'est une enquête qui permet de les renseigner, de la pression historique de la maladie sur le vignoble, la pression de la maladie sur le vignoble une année donnée, l'historique de la contamination sur la parcelle, ça c'est pour le niveau de risque de la maladie. Ensuite, les pratiques culturelles, elles relèvent, l'indicateur agrégé relève d'une part la description des pratiques en termes d'efficacité et la description des éventuelles mesures prophylactiques mises en œuvre. Et enfin, pour avoir l'indicateur agrégé environnement de la parcelle, on va regarder par exemple s'il y a présence de parcelles abandonnées au voisinage de cette parcelle et puis si c'est une parcelle jugée asséchante. Et vous voyez que pour Ipsim Mildiou, je regarde en bas à droite là, de la diapo, vous aviez 13% de l'explication de la sévérité d'Ipsim Mildiou, enfin du mildiou sur la grappe qui était expliquée par l'environnement de la parcelle, 23% par les pratiques culturales et 64% par le niveau de risque de la maladie. La répartition était sensiblement différente pour le black rot, où on avait 52% de la sévérité du black rot sur grappe expliquée par le niveau de risque de la maladie, 36% par les pratiques culturales et 12% par l'environnement de la parcelle. Alors d'où sortent ces pourcentages? Parce que ces pourcentages, ils ressortent des ateliers de construction de ces modèles qui ont fait l'objet de discussions entre les experts des maladies, les experts techniques, les connaisseurs des produits, etc. Et donc c'est l'objet d'un consensus qui a permis de produire ce niveau d'agrégation-là. Alors, une fois que les modèles ont été conçus, je vous l'ai dit, il y a eu la construction d'une base de données de 82 valeurs qui ont permis de voir dans quelle mesure le modèle était satisfaisant et permettait bien de prédire la bonne classe de sévérité de la maladie. Alors, 82 valeurs, le problème de ces 82 valeurs, c'est que c'était des valeurs avec beaucoup de sévérité observée faible, inhérentes aux conditions climatiques de l'année. Alors, la précision globale a été moyenne, hein, 47,5%. J'aurais bien aimé que ce soit 87, c'était 47. Et vous voyez qu'on avait toutes les situations en vert, 23 faibles jugées faibles par le modèle, 3 moyennes jugées moyennes par le modèle et 13 fortes jugées fortes par le modèle. Donc ça, c'est les bonnes performances. Par contre, il y a des situations où le modèle a clairement surestimé la sévérité, et vous le voyez ici, la sévérité observée était faible, et pour autant, le modèle les mettait en moyenne ou en forte. Donc ça, c'est un problème. Pour les autres, c'est plutôt pas mal. Vous voyez qu'on n'avait que 3 erreurs de sous-estimation ici, et puis une erreur aussi moyenne, alors que c'était, pardon, une forte qui était estimée moyenne. Celle-là est vraiment problématique. S'agissant du modèle mildiou, la précision globale est meilleure, 64,6%. Donc la base de données pour tester était de 116 valeurs. Donc c'est plutôt intéressant. Évidemment, ça ne peut pas être utilisé tel quel, c'est à consolider.
Donc j'en ai terminé pour les résultats. Je vois qu'il est moins 25. Pour pas prendre trop de temps sur les questions, je dresse quelques axes de discussion générale qu'avait proposé Michael dans sa soutenance. Donc, si on résume en gros sur les quatre stratégies de protection du vignoble, elles ont été jugées par Vinovali et les viticulteurs participants comme relativement encourageantes. Alors, les réductions de l'IFT totale étaient jugées moyennes, voire excellentes pour le biocontrôle. La réduction de l'IFT fongicide a été jugée très bonne par l'ensemble. L'efficacité de protection de la vigne a été jugée bonne, sauf pour le biocontrôle. Et sans surprise, le maintien du rendement était bon pour tout le monde, sauf pour le biocontrôle, du fait d'une efficacité de protection pas forcément optimale. Et s'agissant du maintien du coût de la protection fongique, je vous l'ai montré, il y avait pas mal de points dans la zone verte qui combinaient à la fois bonne réduction de phyto et un coût identique, voire réduit de la protection phyto. Les modèles demandent une phase d'amélioration, hein, c'était le constat auquel avait abouti Michael. Alors ici, il avait juste donc mentionné le fait que la qualité prédictive pardon, du modèle, Ipsim Mildiou, 64% et 47% pour Black Rot, c'est quand même pas terrible, terrible, était dans une gamme un peu basse par rapport aux précisions globales des autres modèles qui avaient été développés pour d'autres cultures comme le blé, cirsium, chayote, etc., tournesol, etc. Voilà. Donc il y a un attrait enfin un attrait, il y a un intérêt de continuer le travail et notamment d'enrichir la base de données pour évaluer la qualité prédictive du modèle. Et puis l'amélioration pour le Black Rot, il y avait notamment un cas, enfin une piste d'amélioration qui avait été identifiée, qui était l'efficacité des traitements contre le Black Rot en prenant en compte la précocité du traitement, suivant qu'il était appliqué à pointe verte, à première feuille, à apparition des inflorescences, etc. Donc cette démarche, pardon, elle a été jugée pertinente et relativement robuste. L'idée maintenant, ce serait de l'élargir, je ne commente pas tout, à une plus grande surface. Et c'est ce qui va être fait, ce qui est en cours de réalisation par Vinovali. Au lieu de travailler sur des demi-hectares partagés en deux, l'idée, c'est de travailler sur des îlots de parcelles. Alors, Novalis s'est pas arrêté là, hein. En 2024, il y a eu une année de transition avec l'arrêt de la stratégie biocontrôle. Et puis aujourd'hui, 2025, ils se sont lancés dans un nouveau cycle d'expérimentation. Donc, je vous inviterai à contacter Pauline Lacapelle de Vinovali et puis Michael Pérez pour avoir des nouvelles de ces projets. Je termine avec un point sur l'incitation financière. Sachez que dans le cadre de ce projet, les viticulteurs avaient une assurance perte de récolte, c'est-à-dire que la coopérative s'engageait à les dédommager si d'aventure ils perdaient trop de rendement. Donc, spécifique de la coopérative, où on peut s'interroger aussi s'il peut y avoir des assurances récoltes mises en place de manière plus systématique ou de la solidarité avec des accompagnements personnalisés dans le cadre de groupe 30 000 qui auraient pu préexister à ce projet. Et le dernier point, je terminerai là-dessus, c'est que ces démarches ont besoin d'être valorisées et c'est ce que avait réussi Michael en proposant une cuvée zéro résidu. Donc pour valoriser les efforts des viticulteurs. Donc ça, c'est exprimé clairement par les viticulteurs et notamment pour éviter un découragement puisque les stratégies testées, elles comportent une part de risque. Et puis aussi par le souhait des consommateurs d'avoir une plus grande visibilité sur les pratiques mises en œuvre pour produire le raisin et donc le vin. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention.